Bonsoir à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Le débat sur le cannabis est donc relancé dans notre pays. Après l'élu vert Stéphane Gatignon, c'est un groupe de députés socialistes qui réclame une légalisation contrôlée. À leur tête, l'ancien ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant. Le gouvernement et l'UMP continuent de s'opposer très fermement à tout projet de ce type, qu'ils estiment dangereux, sachant par ailleurs qu'un certain nombre de spécialistes parlent de guerre d'ores et déjà perdue contre le crime organisé et les trafiquants. Nous avons intitulé cette émission « Faut-il légaliser le cannabis ?» Et voici les invités qui ont accepté d'y participer en direct comme chaque soir. Francis Caballero est avocat, vous présidez le mouvement de légalisation contrôlée et militez de longue date sur ces questions. Vous êtes l'auteur d'un droit de la drogue publié chez Dalloz et préparé un essai pour une légalisation contrôlée des drogues aux éditions Ligne de repère. Éric Raoult est lui député maire UMP du Raincy en Seine-Saint-Denis, ancien ministre et toujours conseiller politique de l'UMP. Vous venez de lancer une pétition en réaction aux récentes propositions socialistes. Elle est intitulée « Dépénaliser, pour moi, c'est non ». William Loewenstein est lui médecin, spécialiste des addictions. Vous dirigez la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt. Votre livre, Ces dépendances qui nous gouvernent, est désormais accessible en poche. Et puis je rappelle aussi les drogues chez Librio. Enfin, Jean-Claude Delage est secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale CFE-CGC. Vous êtes la deuxième organisation chez les gardiens de la paix et avez vous-même officié comme CRS à Lyon ainsi que dans la sécurité publique de Marseille. J'ai peut-être un premier commentaire pour le médecin. Pourquoi, d'après vous, William Loewenstein, on n'arrive pas à un consensus, je dirais, à peu près harmonieux sur ces questions dans une société mature? Voilà. Alors, est-ce que la société... Là, c'est reparti pour un tour. Je peux vous dire que ça sera, de toute évidence, dans la campagne présidentielle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que la société est si mature que ça serait peut-être la première question, mais je crois que l'absence de consensus, plus sérieusement, est parce qu'on voudrait, comme sur certains sujets, être à trancher entre le noir et le blanc, et que typiquement ces problèmes de santé publique sont plutôt à trancher entre le gris et le moins gris. À l'heure actuelle, on a une sorte de débat entre prohibition et légalisation totale qui nous apparaît en tant que médecin comme un débat des extrêmes, parce qu'il y a beaucoup de place au milieu. Et comment asseoir un peu tout le monde autour d'une table, ce qu'a fait par exemple le Portugal en 97 jusqu'en 99 pour définir une nouvelle politique de santé et obtenir ce consensus. Vous n'allez pas nous faire le coup d'un Grenelle du cannabis, quand même. Mais pourquoi pas? Et des addictions. Pourquoi un pays, s'il est mature, est incapable de définir une politique de santé des addictions qui soit en effet cohérente, évaluée, associant aussi bien le soin, la prévention, la réduction des risques que la répression, à condition qu'elle soit efficace. Parce qu'on n'est pas seul dans un marché mondialisé, même pour les drogues, que les systèmes de valeurs évoluent, que la gauche peut être au pouvoir un moment, la droite la suit, et que ça répond à des effets de balancier successifs de règles et de vision de la société. Les problèmes de santé sont à nos yeux, pauvres médecins, ni de droite ni de gauche. Ils intéressent évidemment tout le monde. Et deuxièmement, on a une constitution qui nous permet d'être en adéquation, beaucoup plus qu'on ne le pense, et là peut-être que Francis Caballero ne le confirmera, que les conventions dites internationales qui nous étoufferaient. Quand le Portugal a tout changé, il l'a changé au nom de sa constitution. Juste une chose, quasiment le premier terme que vous avez employé dans l'émission, c'est celui d'addiction. Je vais vous dire, quand j'entends addiction, je me dis, par définition, c'est dangereux, donc hop, faut interdire. Mais il n'y a pas de drogue qui soit pas dangereuse. On a beaucoup de difficultés en France à accepter, encore une fois, ce débat entre le gris et le gris, c'est-à-dire en gris moins le gris. Quand Madame Simone Veil a dû se battre pour, entre guillemets, légaliser l'avortement, elle trouvait pas que c'était génial d'avorter. Elle trouvait que c'était moins dangereux d'avorter dans des conditions hygiéniques et de sécurité que dans les conditions sauvages. Il n'y a pas de société sans drogue, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, et ce depuis l'Antiquité. Maintenant, sur le problème des drogues, quels sont nos objectifs? Moins de consommation, moins de risques, moins d'insécurité. Bien sûr qu'il y aura des addictions, mais comment peut-on les réduire? C'est ça qui doit être notre objectif commun. Et la prohibition... Mais la liberté de maîtriser son corps et sa sexualité pour les femmes, ça vous semble équivalent à la liberté de fumer? Pas trop. Moi, je prendrais plutôt l'exemple, si vous voulez, de la sécurité routière. Quand il y a eu une période où il y a eu 10 000 morts et 100 000 blessés par an, on n'a pas mis en prison les présidents de Peugeot, Renault, Nissan, etc., ni les usagers de la route. On a fait une politique globale. Non, mais on les traite de plus en plus, même si c'est injuste, ou que ça choque, de pousse au crime, on va dire. Voilà. Pousse au crime. En tout cas, on est passé de 10 000 à un peu plus de 3 000 morts. Oui. Grâce à quoi? À une complémentarité
des moyens, c'est-à-dire beaucoup d'éducation, beaucoup d'amélioration technique, de la ceinture de sécurité aux ABS en passant par les contrôles techniques, et de la répression efficace. Ce que l'on dit à l'heure actuelle, notamment sur la répression dans le domaine de la politique de santé des drogues, c'est qu'elle est peu efficace et qu'en plus elle a des effets contre-productifs, comme nous l'avons dit dans la note du Conseil national du sida. Les politiques actuelles ne sont pas de bonnes choses pour les politiques de santé. Je vais employer un argument très simple, Francis Caballero. Je rappelle que vous avez une vraie antériorité sur ces questions. Aussi, vous vous en préoccupez depuis longtemps. Peut-être très simplement de dire, quoi qu'on en pense, de toute façon, c'est pas bon pour la santé et c'est d'autant plus inquiétant quand ça concerne une partie de notre jeunesse. Voilà. Alors après, on peut débattre de la nécessité de la dépénalisation, mais sur cette chose-là, c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour nos gamins. Vous avez envie de me répondre quoi? Je suis d'accord avec ces prémices. Le système de légalisation contrôlée ne vise pas à défoncer l'ensemble de la jeunesse française. Je dirais que je suis en accord avec les objectifs des prohibitionnistes, qui sont deux objectifs principaux: protéger la santé publique et lutter contre le trafic. Ça a été les deux objectifs des conventions internationales. Je dis seulement, je serai d'accord avec mon voisin sur un point, c'est un problème avant tout médical, mais je dis seulement qu'un système de légalisation contrôlée, dans lequel l'État se substitue aux trafiquants de drogue pour mettre ces substances à la disposition, non pas des jeunes, puisque c'est interdit aux mineurs dans mon système, mais des majeurs qui sont consentants et qui veulent le consommer, je dis que l'État est très supérieur aux crimes organisés qui à l'heure actuelle les distribuent. La supériorité est aussi bien sur le plan de la santé publique. Aujourd'hui, il n'y a pas de protection de la santé publique des usagers de cannabis. Soit ils sont déférés, soit ils font partie d'un circuit d'aide à la désintoxication que je conserverai dans mon système. Je vous demande pas tout le programme tout de suite, mais je pense que ce système est supérieur pour obtenir les objectifs voulus par le gouvernement même. Est-ce que moralement et en termes de santé publique, il est légitime, même si ça a été fait dans le passé, notamment pour le tabac, mais est-il légitime que, par exemple, l'État encadre un poison? Mais l'État encadre déjà beaucoup de poisons. L'État encadre le tabac, qui fait quand même 60 000 morts. C'est une légalisation contrôlée du tabac, avec des tas de dispositifs, interdiction de la publicité, interdiction de vente aux mineurs, etc. L'État encadre l'alcool, avec le Code des boissons depuis Mendes France. Et ce que je voudrais justement dire, c'est que le tabac et l'alcool, c'est intéressant parce que ce sont des consommations de masse. Depuis qu'on a décidé de faire une politique de santé publique contre l'alcoolisme et le tabagisme, on a réduit la consommation d'alcool dans notre pays de 24 litres d'alcool pur en 1960 à 14 litres aujourd'hui. Pour le tabac, ça commence avec la loi E20 de 91. On est passé de 90 milliards de cigarettes à 55 milliards. Ça veut dire que dans un système où l'État s'occupe de la santé publique, bien mieux encore une fois que les caïds, les dealers et les trafiquants, parce que l'État, il a une conscience sanitaire et sociale de ce qui est bon pour la société. Donc quand l'État s'occupe de ces problèmes, on obtient des résultats. Alors qu'effectivement, avec la prohibition, c'est pas... Et si on réprime d'un côté, vous trouvez ça logique de combattre le crime organisé de l'autre? D'abord, la légalisation contrôlée n'est pas une dépénalisation. On conservera un droit pénal. Par exemple, plusieurs exemples. Il sera interdit de fumer dans tous les lieux publics. Un régime plus sévère que celui du tabac et de l'alcool. On a le droit de fumer dans les lieux publics en France. Là, il sera interdit de fumer partout pour des raisons qui sont propres au cannabis, qui est une substance assez spéciale par rapport au tabac et l'alcool. Le trafic en dehors des magasins de la française du cannabis que j'appelle de mes voeux, le trafic sera réprimé comme un acte de contrebande. Donc, vous voulez vraiment nous faire la régie française du H? La vente aux mineurs sera réprimée. Vous voulez vraiment nous faire la régie française du H? Bah écoutez, si vous connaissez un peu d'histoire, oui. La France a déjà vendu du cannabis dans son histoire. Je vous montre ici les statuts de la régie marocaine des kifs et tabacs. La France vendait dans les années 50 du cannabis au Maroc et en Tunisie. Et vous savez quel était le résultat de ce dispositif? Vous croyez qu'il y a eu une explosion de la consommation de kifs au Maroc? Pas du tout. Quand on a fermé le monopole en 1954, ils vendaient 1% de kiff et 99% de tabac. Pour des raisons de taxation, de prix, de contrebande, qui fait que le Marocain, il va pas acheter son cannabis dans une régie marocaine alors qu'il le produit chez lui. Cela dit, tous les policiers nous expliquent qu'il y a visiblement beaucoup de kiff marocains en ce moment sur notre territoire. Hein. Oui, mais ça c'est un échec de la prohibition. Toutes ces substances qui rentrent dans notre territoire, il faut bien le dire, leur logique, c'est une logique d'abstinence, tolérance zéro. C'est ça qui est aussi difficile à admettre pour un être humain, pour moi. Éric Raoult, juste une première réaction, et bien entendu l'un et l'autre, je vous redonne la parole après le reportage, mais voilà, vous, quand vous avez vu les propositions socialistes cette semaine, vous avez fait un bond immédiat. Pourquoi? J'ai fait un bond immédiat par rapport à la méthode.
C'est-à-dire que c'était pas un rapport parlementaire, c'est le groupe socialiste qui réunit 10 de ses membres et qui fait ses propositions, mais sans en avoir parlé à leur patronne. Mais la méthode est plus importante que le fond. Donc vous réagissez au fond, mais bon, cette idée-là, elle est, je dirais, dans l'air. C'est dans l'air depuis un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années. Et la preuve du professeur Caballero montre que ça remonte même à très loin. Mais est-ce que c'est la bonne période? Alors la bonne période par rapport à une société qui va pas très très bien. Et deuxième élément, par rapport à la campagne électorale qui s'annonce. Moi je pense véritablement qu'on aurait dit au niveau des mots. Il faut s'interroger sur la réforme de la loi de 70. Il faut peut-être voir les effets je dirais négatifs, voir les scientifiques, etc. Je rejoins un peu le professeur Levenstein, ne pas le mettre uniquement dans le débat politique. Écoutez les policiers, parce qu'eux, on leur fait faire le sale boulot. Voir les avocats, parce que les avocats, eux, à un moment ou à un autre, ils sont au tribunal pour défendre. Nous, les maires, on voit les faits. C'est-à-dire que les faits sur les gamins et les faits dans les cités. Et je peux vous dire que véritablement, ça a un effet, je dirais, choquant pour beaucoup de compatriotes. Et d'ailleurs, s'il y avait un vote au bureau directeur du PS, je ne suis pas persuadé que le rapport passerait. Alors, gendarmerie, et je vous redonne la parole, police, douane, 57 tonnes de cannabis ont été saisies l'an dernier en France. Les plus optimistes estiment qu'il s'agit à peine de 20% du trafic total. Autrement dit, au moins 200 tonnes passent évidemment entre les mailles du filet. Le chiffre d'affaires serait de 850 millions d'euros. Bref, le trafic ne recule pas en dépit des efforts des forces de police. Un combat sans fin, comme en témoignent les policiers de la BAC de Seine-Saint-Denis que nous avons rencontrés. Maxime Beneteau et David Lemarchand. En patrouille dans les quartiers de la ville de Sevran, les policiers de la brigade anticriminalité viennent de croiser un homme en scooter. Il sort d'une cité connue pour abriter plusieurs points de vente de cannabis. J'espère qu'il s'est débarrassé de rien. C'est bonsoir. Bonsoir. Contrôle de police. Ouais. Rien de particulier sur vous, monsieur? Vous déposez le casque, s'il vous plaît. Allez-y, vous présentez. Ils étaient nombreux, monsieur, dans le hall? Non. Ils étaient combien? 0 dans le hall. Zéro dans le hall? Ils sont tous à l'extérieur. Vous consommez de la drogue depuis combien de temps, monsieur? 17 ans. 17 ans? Ouais, j'ai 25 maintenant. 25, ouais. Mais bon, ça s'est beaucoup réduit. Vous me videz le contenu et vous l'écrasez. Ça a collé à la chaussure. Peu importe, monsieur. Vous choisissez. Soit c'est la garde à vue, ou soit vous faites une destruction administrative. Voilà. Je ne vais plus vous revoir sur le secteur pour acheter de la drogue. On est d'accord, monsieur? Chaque fois, même indice, c'est 24 heures. Allez. D'accord. Bonne soirée. Bonsoir. Sans regret. La quantité qu'il a, elle est vraiment infime par rapport au secteur dans lequel on se trouve. On ne va pas emmener cet individu et faire une procédure pour ces quelques petits grammes. On ne va pas encombrer les tribunaux pour cela. Alors qu'est-ce qu'il aura pour cela, pour cette petite, ce petit gramme? Une injonction thérapeutique. Bon, oui, c'est intéressant, d'accord. Mais bon, pour nous, c'est pas ce qui va étayer pour nous notre affaire. Auprès des acheteurs, la BAC glane surtout des informations sur les vendeurs de cannabis. Elles sont indispensables pour mettre en place des opérations de plus grande ampleur, comme à Saint-Ouen en décembre 2008. Après des mois d'enquête et plusieurs jours de planque, les forces de l'ordre s'apprêtent ce jour-là à intervenir dans cette cité de Seine-Saint-Denis où 5 à 600 transactions sont réalisées chaque jour. La police a mobilisé les grands moyens, une cinquantaine d'hommes et leurs caméras pour immortaliser l'opération. Il faut impérativement qu'on aille récupérer, prêter main forte aux collègues qui sont sur le pétage. Apparemment, le dealer est susceptible d'être armé. 7 personnes vont ainsi être interpellées en flagrant délit. Les dealers avaient presque écoulé leur stock. 5 kilos de résine de cannabis seront saisis ainsi que 80 000 € en liquide, une trieuse à billets et un pistolet automatique. Au même instant, dans la cage d'escalier, les clients mettent du temps à comprendre qu'ils n'ont plus affaire aux trafiquants. Malgré ces quelques opérations coup de poing, les policiers restent lucides quant aux limites de leurs actions. C'est un trafic qui génère tellement d'argent. Vous pouvez faire le point, on a déjà fait des points à 14 h par exemple. On a intercepté l'ensemble des mises en cause vers 14 h. Et à 18 h,
vous avez une autre équipe qui prend la place, au même point. Il y a quoi, un sentiment d'impuissance par rapport à ça? C'est un éternel recommencement. Voilà, l'alerte a été donnée par l'individu avec le pantalon bleu. C'est un chouf. Un chouf, c'est un guetteur dans le jargon de la BAC, les yeux et les oreilles des dealers qui les préviennent de l'arrivée de la police. Une organisation hiérarchisée pour protéger un marché très lucratif. Tu vois, oui, un point comme les Bedottes qui fait plus de 30 000 euros au jour. 30 000 euros au jour, ils ont de quoi faire une bonne organisation, d'employer des mecs qui vont chauffer tout au long de la cité. Je veux te dire, quand tu as 15-16 piges, on te propose 100 euros par jour pour te balader à vélo et annoncer dès que tu vois une bagnole de police, bah les mecs, ouais, c'est facile. Et au jeu du chat et de la souris, les policiers ne l'emportent pas à tous les coups. Ouais, il y a un mec, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un noir qui est parti avec une sacoche. Ouais, en blanc. Ouais, en blanc, là. Il n'y avait pas un collègue qui était derrière? Bah oui, je crois qu'il a continué. 250 à 300 tonnes de cannabis seraient consommées en France chaque année. Les forces de l'ordre sont parvenues à en saisir 57 tonnes l'an passé. Alors, on a l'impression... Les arguments de la police, je ne vous demande pas votre avis à vous, hein, je sais que vous allez intervenir là-dessus, mais quand on entend les policiers nous expliquer leur travail, qu'on voit que c'est difficile, que c'est dangereux, qu'ils sont lucides, on n'est jamais sûr que, leurs arguments puissent militer dans un sens ou dans l'autre d'une certaine façon. Voilà, est-ce que c'est un travail sans fin et par définition déprimant ? Bon, bien entendu, Yves Calvi, je commence par saluer le travail, notamment sur ce département très compliqué du 93, très difficile et très dangereux pour les fonctionnaires de police. Et vous voyez bien qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour justement arriver à réguler, à juguler même ce trafic. Bon, ça c'est une chose. Moi j'ai une question. Doit-on arrêter de lutter? Doit-on renoncer? Parce qu'on ne serait pas parvenu à tout stopper. Parce que dans ce cas-là, il va falloir arrêter de lutter sur un certain nombre de sujets. Donc la réponse des policiers, elle est assez simple. C'est ils n'ont pas envie de reculer, ils n'ont pas envie d'arrêter de lutter, ils ont simplement envie de continuer à faire leur travail, d'avoir des magistrats qui vont suivre leur travail et condamner, parce que ça, ce sont des vues de l'esprit, l'histoire de dépénaliser. On sait très bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prend du cannabis n'ira jamais en prison. Jamais. D'ailleurs, les collègues de la BAC l'ont dit. Attendez, en tout cas, qui en consomment, ils n'iront jamais. Jean-Claude Delage, je suis surpris par votre réponse. Est-ce que vous vous sentez... il faudra me donner des exemples, parce que moi, mes collègues qui sont sur le terrain et qui regardent quand même les décisions des magistrats... il suffit de regarder le bulletin de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Très sincèrement, pour quelques grammes, consommation de quelques grammes de cannabis... C'est une question de chiffres publiés par l'État. Mais moi, je vous dis que sur le terrain, tous les policiers qui suivent ces affaires vous diront qu'il y a quasiment pas de condamnation pour de l'usage de cannabis, quasiment pas. Et je vais même jusqu'à dire, je vais même jusqu'à dire qu'il n'y a quasiment pas de condamnation, même pour des dealers, je dirais, pour leur usage personnel. Vous voyez? Alors je vais même encore plus loin. C'est dépénalisé, quoi. Non, mais c'est pas que c'est dépénalisé. Vous le savez très bien, tout le monde le sait. Dans les faits, d'ailleurs, les collègues, vous voyez comment ils travaillent. Parce que là, il n'y a même pas de PV dans notre reportage. Il y a une chose très simple, c'est que vous imaginez quand même que si tout ce qui est fait quotidiennement comme boulot sur 1 gramme, 2 grammes de cannabis, ça arrivait devant des magistrats. Là, on parle vrai. On n'est pas là pour se raconter des histoires. Alors, si on parle vrai, on se dit les choses. Et on se dit qu'il n'y a pas de condamnation à des peines de prison, ou quasiment pas, sur de la consommation de produits stupéfiants. Justement, Jean-Claude Delage, c'est là où on est tenté de vous dire, est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est pas légal? Et on se doit au minimum d'être cohérent par rapport à ça. Et pardonnez-moi, je reviens juste à la question, parce que j'avais l'impression que vous réagissiez. Est-ce que vous estimez que la lutte difficile et pour 70 ou 80% du trafic impossible de la police, en dépit de ces efforts que personne ne conteste, je tiens à le dire publiquement, n'est pas aujourd'hui un des arguments qui permet, par exemple, à une partie des gens qui souhaitent passer hors prohibition de la défendre? Je vous réponds, Yves Calvi, ce que disent les collègues qui sont sur le terrain, et en particulier des policiers qui sont dans des brigades spécialisées, telles que les brigades des stupes de la BAC. Bon, ils disent une chose simple. Eux ont envie de continuer à travailler, ils n'ont pas le sentiment d'être inutiles. J'entends bien. Non, mais ils sont dans un échec. Non, mais pas du tout. Mais si, ils sont dans
un échec puisque 80% du trafic leur échappe. Non, mais pas du tout. C'est pas désagréable pour eux. Est-ce que l'on est dans un échec, Yves Calvi? Non, mais si, je voudrais juste essayer de répondre à cette question. Est-ce que nous nous trouvons dans un échec lorsqu'il y a 57 tonnes de cannabis qui sont saisies? Oui, s'il y en a 250 qui passent. Non, mais on peut aussi raisonner à contrario, à dire aussi que ça ferait 57 tonnes de plus. Alors j'y viens. Voilà. Ce qu'il faut faire, non mais si vous trouvez, professeur Caballero, que 57 tonnes de cannabis qui sont saisies, c'est pas bien. Non mais attendez, je vais juste essayer, tenter, parce que là je sais que ça va être très compliqué. Mais je vais quand même y arriver. Il va y avoir pris des forces, parce que cette semaine, ne vous inquiétez pas, Yves, son grand projet fait la une du journal Le Monde. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il a raison. C'est pas pour ça qu'il a raison. D'ailleurs, un ancien ministre de l'Intérieur que je connais quand même assez bien pour avoir travaillé avec lui, qui aujourd'hui dit qu'il est pour légaliser de manière ordonnée. Il faudra juste qu'on m'explique comment, en interdisant la consommation pour les mineurs, on va gérer ce problème. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui consomment du cannabis et qui vont l'acheter de manière, évidemment, aujourd'hui illégale, sont des mineurs. Non. Donc, que fera-t-on pour gérer ce problème? Mais enfin, ça, c'est accessoire certainement. Je voudrais juste, pour les policiers. Tous les âges. Intelligemment, Jean-Claude Delage est en train d'essayer de refiler le bébé. Je veux juste qu'on termine la répression. Je vous dis, en vous regardant dans les yeux et avec tout le respect que je dois aux policiers. Non mais pardonnez-moi. Non mais c'est un échec en dépit des saisies qui sont le fruit d'un énorme travail. Et donc il y a un moment où on est obligé d'y réfléchir. Mais je ne peux pas vous laisser dire, ni à vous pour qui j'ai la plus grande sympathie, ni à d'autres, que c'est un échec. Je dis aujourd'hui que des policiers veulent, je l'affirme, veulent continuer à travailler. 250 tonnes dans la nature alors que c'est illégal. Non mais si vous voulez bien, moi si je roule à 91 km/h, boum, je reçois le PV. Si vous voulez bien écouter comment nous pourrions faire pour que ça soit mieux que ça, c'est assez simple. Mais c'est assez simple. C'est premièrement définir une vraie politique et policière et pénale de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ça c'est la première des choses. Ça veut dire quoi en français? Mais ça veut dire très clairement qu'il faut, voilà, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que plutôt que d'aller employer des policiers, en particulier gradés et gardiens, puisque c'est ceux qui sont 24 heures sur 24 sur le terrain, à aller faire des missions de pot de fleurs, des gardes détenus hospitalisés et un tas de missions accessoires, on les recentre par exemple en leur disant aujourd'hui la priorité c'est en effet la lutte contre le trafic de stupéfiants, on y met des moyens, et je vais être très clair, on y met des moyens, on y met des services d'investigation, on y met des services de renseignement, on affecte des effectifs, des moyens matériels, techniques pour pouvoir lutter. Ça sera plus 57 tonnes, ça sera peut-être 150 tonnes qui ne passeront plus. Pourquoi voilà, c'est si difficile? Un élément. Voilà, pourquoi ce travail policier spécifique est-il si difficile? Mais il est très difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un exemple très simple. On a parlé de Sevran, on a parlé de la Seine-Saint-Denis qu'Éric Raoult connaît particulièrement bien. On va parler peut-être des 4000, tiens, par exemple. On le sait très bien, tout le monde le sait, qu'il y a quelques familles dans ces cités qui tiennent et que c'est la guerre de territoire pour récupérer le marché entre une famille et une autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à Sevran... Le trafic pourrit la vie des cités, il n'y a aucun doute là-dessus. Le trafic est tenu par quelques familles dans les cités, est organisé, l'importation est gérée par quelques familles. Il faut... Non, je dis pas que c'est facile. Je dis qu'il faut à un moment que le travail policier étant fait, le travail, je dirais, judiciaire doit être fait aussi. Je dis, et je le maintiens, qu'aujourd'hui, l'usage de produits stupéfiants tels que le cannabis n'est jamais réprimé quasiment jamais, pour faire plaisir au professeur Weinstein, quasiment jamais réprimé par une peine de prison. Ce que je dis, c'est que si on met les moyens pour la police, et si les peines sont dissuasives et surtout si elles sont prononcées contre les trafiquants, que leurs biens sont saisis et qu'un tas de choses sont mises en place, vous verrez que demain dans les cités, le calme reviendra. Dernier mot là-dessus, ce que vous venez de décrire, c'est quand même ce qu'on nous avait annoncé, notamment notre président de la République. Et alors, est-ce que ça veut dire notamment, pardonnez-moi, avec cette idée qui était, on va les frapper au portefeuille. Donc ça marche pas. Mais pourquoi vous dites que ça ne marche pas, Yves Calvi? Ça marche. Vous venez de nous dire que ça suffisait pas. Donc. Attendez, pour avoir vécu quelques années, il y a des moments avant, alors puisque vous me taquinez avec le président de la République, avant qu'il ne soit ministre de l'Intérieur, je peux vous dire que parfois on ne pouvait même pas aller dans ces quartiers parce qu'on nous disait avant lui de ne pas y aller. Donc c'est sûr que ça marchait encore moins. Je vous le redis, c'est pas le travail de la police qui est en cause. Tous les maires de gauche reconnaissent par exemple en Seine-Saint-Denis que Manuel Valls, qui n'est pas réputé de droite, Manuel Valls, qui n'est pas quelqu'un de
droite jusqu'à preuve du contraire, dit très clairement qu'il est contre ces propositions. Oui. Daniel Vaillant, qui était ministre de l'Intérieur, et qui nous donnait les instructions de lutter contre le trafic, il nous donnait les instructions de lutter contre le trafic, avoue aujourd'hui, semble-t-il, son échec. Moi, je ne considère pas qu'il ait échoué. Parce qu'on pouvait faire mieux, on a fait ce qu'on pouvait. Alors, mettons les moyens et réprimons, mettons des peines qui soient dissuasives et exemplaires pour pouvoir, sur ces quelques familles qui génèrent cette situation de guérilla urbaine pour récupérer, je dirais, le marché dans les cités concernées, mettons-y les moyens au niveau policier et mettons-y aussi, excusez-moi parce que c'est peut-être un peu mettons-y, mais en tout cas les peines dissuasives pour ceux qui seront interpellés. Oui, William Lavenstein. Et ça nous aidera. Oui, alors je crois qu'il y a quand même un constat international, c'est que les moyens manquent pas, ils sont en centaines de milliards et ils ont été engouffrés dans quelque chose qui nous apparaît tranquillement, si j'ose dire, inefficace. Imaginez un seul instant que quelqu'un dans votre famille soit atteint d'une maladie, qu'on le traite d'une certaine façon et qu'on vous explique que c'est un succès parce qu'il n'y a finalement que 10% ou 15% de la maladie qui est partie. Imaginez que notre pays face, par exemple, à l'épidémie de sida, dise que c'est un succès parce qu'il n'y a que 50% de la population qui est contaminée. Jamais dit que c'était un succès. Laissez-moi finir, je vous ai laissé parler là-dessus. Donc, est-ce que si vous avez une infection et que 50% de la population au fil des années est contaminée, on continue avec le même antibiotique ou pas? En disant en plus ce sont des braves médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Eux qui sont sur le terrain, ils sont merveilleux et magnifiques. C'est pas ça qui est en question, c'est juste quelque chose qui s'appelle l'évaluation. L'évaluation de l'efficacité des méthodes, qu'elles soient de soins, qu'elles soient de prévention, qu'elles soient de répression. Personne n'est contre la répression. Sur le terrain, ils ne voient pas les effets néfastes de la drogue. Non, mais nous aussi, on les voit, mais on est d'accord là-dessus. Efficacité, pas vision, efficacité. Quelle est l'évaluation à l'heure actuelle de l'efficacité? C'est là où on est en difficulté pour s'asseoir autour d'une table. Il y a un débat sur le diagnostic, ne serait-ce que sur le diagnostic, et c'est sans doute pour ça qu'un ancien ministre de l'Intérieur, qui n'était pas, qui a fait son métier, qui n'était pas un gauchiste, semble avoir changé d'avis. Mais on a le droit aussi, des responsables politiques, on doit le dire. Lui, j'ai lu récemment. Alors, Francis Caballero. Je pense que mes contradicteurs sont de bonne foi, qui sont convaincus que leur système... Oui, mais attendez. Qui sont convaincus que leur système est un bon moyen pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Mais je leur dis, vous êtes les alliés objectifs des trafiquants. Si j'étais trafiquant de drogue, je dirais... Monsieur Caballero, attendez, vous pouvez tout nous dire, mais pas ça. Si, je vais vous dire que les policiers de ce pays qui payent en vie humaine sont les alliés objectifs des trafiquants. Laissez-moi terminer. Ça, vous ne pouvez pas. Mais ça fait 40 ans qu'on mène la guerre. Laissez-le argumenter, s'il vous plaît. Je dis que vous êtes les alliés objectifs des trafiquants et que si j'étais trafiquant de drogue, je dirais pourvu que ça dure. Bravo, monsieur Raoult, c'est un très bon système pour nous. Et ça fait, vous dites que les peines ne sont pas dissuasives. Vous demandez des renforcements de la répression. Oui. Mais enfin, savez-vous quelle est la peine applicable à un planteur de cannabis dans son jardin? Mais pas applicable. 20 ans de réclusion criminelle. Monsieur Caballero. On prononce jamais ça quand même, Francis Caballero. Oui, les peines, on demande des peines dissuasives. C'est 10 ans pour la détention d'une barrette et 1 an pour usage. Ce sont des peines très lourdes. Les procédures aussi sont très dissuasives. C'est une garde à vue de 4 jours avec un avocat au bout de 3 jours. Ce sont des perquisitions de nuit. Ce sont des interventions policières avec des méthodes, on va dire, discutables. Je suis convaincu que vous croyez à ce que vous dites. Sonorisation, etc. Donc vous avez tout. Ça Bah oui, l'infiltration policière, c'est le policier qui se transforme en trafiquant de drogue pour piéger un trafiquant. C'est pas génial pour la police. D'ailleurs, il y en a qui ont été corrompus, il y en a qui ont été tués dans ces opérations d'infiltration. C'est très dangereux, l'infiltration, pour la morale de la police. Monsieur Caballero, donc, vous avez toute une série d'armadas. Vous manquez de respect pour la police nationale et pour ceux qui meurent tous les jours sur le terrain pour vous protéger, monsieur. C'est triste, je pense que beaucoup sont morts pour rien. L'autre jour, il y a un douanier qui a poursuivi une voiture dans un go-fast. Vous manquez de respect envers la police. Voilà. Mais non, je respecte la police, mais je dis que son travail sert objectivement les trafiquants. Un commentaire de réaction. Je voudrais savoir, Éric Raoult, on va entendre dans un instant Stéphane Gattegnon expliquer pourquoi lui aussi en ce moment est favorable à cette dépénalisation. Moi je voudrais savoir, est-ce que ça pourrit la vie aujourd'hui de votre département et est-ce qu'en effet vous comprenez au minimum qu'on s'interroge sur l'évaluation du travail qui est fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a de l'énergie, de l'argent, des préfets, enfin voilà, oui,
voyez ce que je veux dire? Des lois, un système répressif, et que il ne donne pas des résultats bien brillants sans mettre en cause la qualité des hommes et des femmes qui le font vivre. Voilà. Yves Calvi, quand on fait une différence entre le bien et le mal, on ne s'attend pas à ce que le mal disparaisse et à ce que le bien soit mis en place à 100%. Deuxième élément. Donc ce sont eux les naïfs alors? Non, non, c'est eux qui nous ont... Enfin, pas eux, pardon. C'est plutôt le professeur Caballero qui m'a traité de complice des trafiquants. Mais, dans ma voilà. Ah non, 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 vous avez utilisé... complice. Bon, enfin bref, que j'emploierais. Bon, de la part d'un avocat, c'est quand même un peu dur, comme vis-à-vis notamment des policiers, qui sont des membres de la fonction publique, qui interviennent rémunérés par vos impôts. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, dire, comme vous venez de le dire, que faire de l'infiltration, c'est répréhensible. Enfin, moi, je trouve ça choquant. C'est-à-dire que l'émission d'Yves Calvi est peut-être écoutée par des centaines de milliers de jeunes qui se disent, bah alors ça va être bientôt utilisé, ça va être bientôt utilisable, et donc je vais essayer. Parce que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas simplement, je dirais, à des personnalités comme Oscar Wilde ou George Sand, mais en l'occurrence, on parle là à des adultes en gestation, et je suis persuadé, parce que j'ai lu depuis peu de temps ce qu'a écrit le professeur Levenstein et tout, et lui aussi doute. Vous doutez pas? Je pense, sincèrement, puisque je le défends depuis 20 ans, qu'un système de légalisation contrôlée est meilleur pour lutter contre le trafic et protéger la santé de la jeunesse. Dans un système, bien, non seulement la vente sera interdite aux mineurs, mais on aura des informations. Mais non, c'est pas idéologique. C'est depuis plusieurs années. Et alors, c'est pas parce qu'on défend qu'une idée depuis plusieurs années. En face, on défend bien la prohibition depuis 40 ans, avec les arguments aussi politiques que les miens, puisque j'ai l'impression que vous pensez que je suis politique dans cette affaire. Pas du tout. Je suis un professeur de droit qui critique un système qui ne marchait pas et qui propose quelque chose à la place. J'essaie quand même de faire une œuvre constructive. Je me contente pas de démolir la police. Je dis son travail. Un peu quand même. Non! C'est pas ça que je vous reprocherais le plus, hein. Bon, alors, on va donner la parole. C'est pas d'arrêter les trafiquants. Alors, il vient de vous dire c'est risqué. On y revient dans un instant parce qu'on va donner la parole à un autre élu et responsable politique local. Il est inquiet et il réclame des mesures radicales. Le maire de Sevran estime que seule l'armée, je dis bien l'armée, est aujourd'hui capable de faire le travail des casques bleus, sans quoi nous risquons, dit-il, une véritable déstabilisation mafieuse du pays. Stéphane Gatignon réclame donc la dépénalisation du cannabis, seul moyen, selon l'élu local écologiste, de casser le trafic. Il demande une vente légale, encadrée par l'État, et c'est donc à ce projet que viennent de se ranger certains députés socialistes. Élisa Coudray, Joël Lefebvre. La légalisation est le meilleur moyen parce que ça permet de couper avec tout ce qui, justement, est souterrain. Si c'est légalisé, on contrôle ce qui est produit. Voilà. Donc, et ensuite, le marché, ensuite on vend ce qui est produit et on peut réguler et on contrôle la distribution. Voilà. Dans des lieux où à terme on peut par exemple avoir dans les marchands de tabac des cigarettes avec de l'herbe dedans, etc. On peut, sur comment va se vendre le produit derrière, il y a plein de choses différentes possibles. Mais il y a une régulation du marché qui fait que tout est légal, tout est visible, tout est légal et ça permet de casser avec cette structure mafieuse qui se met en place aujourd'hui. Les gens sont dans une situation terrible. On est arrivé même à ce que des enfants ne puissent plus aller en cours de récré parce que les enseignants avaient peur des coups de feu. Donc, depuis 2 mois, on demande la police en permanence. Quand on voit cette semaine encore un gars qui est mort d'une balle dans la tête en plein jour à Pantin lié au trafic, je pense qu'à des endroits, il faut des forces qui s'interposent entre ces groupes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tir, qu'il n'y ait pas de violence pour faire baisser cette violence. Donc voilà, j'ai dit il faut un système de casque bleu. On envoie bien des gens partout dans le monde pour arrêter que les gens se tapent dessus. Et bien ici c'est pareil. C'était de la provocation pour se faire entendre. La provocation, mais attention, je pense que si ça continue, si on ne sort pas de la prohibition, si le trafic continue de se structurer de façon mafieuse avec les armes, etc., dans 3-4 ans, ça va aller très vite. Bientôt, ça sera des groupes de l'armée qui interviendront. Je pense qu'il faut qu'on ait avec le cannabis le même rapport qu'on a avec l'alcool. Oui, c'est une substance dangereuse, comme l'alcool, mais il faut expliquer, et il faut éduquer.
Je pense notamment par rapport aux jeunes. On a amené, dans le cadre de la sortie de la prohibition, tout un travail de prévention extrêmement important pour expliquer les méfaits et le fait qu'on ne peut pas fumer n'importe quand, n'importe comment, etc. Aujourd'hui, le fait que ce soit interdit, en même temps, et comme c'est une consommation de masse, il y a une banalisation des choses extrêmement importante. Et ensuite, je pense qu'on ne peut pas être dans une société schizophrène. On ne peut pas être dans un truc qui se consomme massivement, où on a un jeune sur deux qui a déjà fumé, etc., et en même temps être dans un truc qui est un interdit. C'est pas possible, il y a un problème quelque part. Je rappelle quand même que l'ONU, en 1998, avait lancé un programme qui était un monde sans drogue dans 10 ans. Voilà, en 1998. Et aujourd'hui, Kofi Annan, qui a été secrétaire général de l'ONU, dit la guerre à la drogue a échoué au niveau planétaire. Aujourd'hui, si on veut pas de déstabilisation mafieuse dans les pays, les régions, etc., il faut à la fois légaliser le cannabis et dépénaliser l'ensemble des drogues. Donc voilà, c'est un peu la quadrature du cercle. On voit bien que c'est pas une question franco-française, que la réponse est mondiale et que la réponse n'est pas à continuer ce qu'on fait aujourd'hui. Et les 3 chiffres que ne cesse de répéter Gatignon sont 4 millions de consommateurs réguliers de cannabis, 12 millions d'occasionnels et plus de 100 000 personnes impliquées dans le trafic. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Éric Raoult? C'est un chic type, je connais. Je sais que vous entendez bien, donc... Oui, mais là, il a pété les plombs. Il a fumé un pétard ou... Ah ouais, franchement. Alors... Et lui, il pense qu'il est réaliste. Et c'est parce qu'il a peur pour sa cité et pour les gens qui y vivent qu'il dit qu'il faut casser ce trafic et c'est le meilleur moyen de dépénaliser. Oui, mais la difficulté, c'est que c'est un enfant d'une cité, c'est un militant, plutôt communiste que vert d'ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est quelqu'un qui a connu Yvan Day, Pif le chien et l'humanité. Mais maintenant, il s'aperçoit que la situation a beaucoup évolué. Ce que je lui reproche, c'est de ne pas voir... Ça n'a rien de déshonorant de vendre Pif le chien. Bah, vous ne l'avez pas vendu, si? Pif le chien, non. Non, ah bon. Mais je vous dis que ça n'a rien de déshonorant. Non, mais comment il en est arrivé là? Il y a 2 ans. L'humanité non plus. Il y a 2 ans, il a eu un truc terrible qui est arrivé dans une cité. Des dealers sont venus, ils ont balancé un jerrycan d'essence sur une famille et ils ont craqué une allumette. Quand vous êtes maire, quand vous voyez 5 corps carbonisés, ça vous marque. Mais en l'occurrence, là, les propositions qu'il fait, elles sont complètement irréalistes. Les gosses ne peuvent plus aller dans la cour de récréation parce que les profs ont peur des échanges de balles entre dealers. Oui, mais vous n'allez pas appeler Robocop quand même. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a la directrice, il y a les parents d'élèves qui peuvent intervenir, mais c'est pas sevrant. Ce qu'il voit pas, c'est que la cote mobilière de sa commune, elle va s'effondrer avec des déclarations pareilles. La particularité, c'est qu'un maire, il doit d'abord contacter, je pense, le préfet, il doit essayer de voir comment on peut faire une opération peut-être massive dans cet endroit-là, mais là, en l'occurrence, les propositions qu'il fait, elles sont dignes de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on n'est pas quand même sur une logique d'amélioration. Juste une réaction, parce qu'on avait en fait une question SMS qui était politique, et je veux votre avis là-dessus. 8 millions de fumeurs de joint, nous dit un téléspectateur, enfin paraît-il. Est-ce autant d'électeurs pour 2012? Est-ce que vous pensez par exemple qu'en ce moment les responsables socialistes, je rappelle que Martine Aubry n'a pas pris position, et que comme vous l'avez rappelé, Manuel Valls et Ségolène Royal sont a priori extrêmement contre les propositions qui viennent d'être faites. Mais est-ce que vous pensez que c'est de l'opportunisme politique, ou que c'est tout simplement une prise de pouls logique et intelligente de la société, ce qui est de leur point de vue, bien entendu? Daniel Vaillant, il apparaît un peu comme un repenti dans cette prise de position. Mais là, je pense vraiment qu'il y a, c'est vrai, une sorte d'impression qu'ils veulent draguer, entre guillemets, ou qu'ils veulent plaire aux jeunes. Mais en l'occurrence, je pense pas que ça soit avec ça que l'on pourra trouver une solution véritablement, en se mettant tous autour d'une table et en faisant en sorte qu'on améliore là où c'est nécessaire. En tout cas, ça fabrique du clivage, une méthode que le président de la République aime bien, lui aussi. Oui, mais alors là... Et quand c'est lui qui le fait, vous trouvez ça pas mal? Non, c'est pas ça. Quand c'est lui qui le fait, il y a tout de même une sorte d'adhésion populaire. Avec un certain nombre de collègues, on s'est dit, ils nous font des pétitions dès qu'il y a une vis qui s'en va d'une porte dans une école, mais là on va faire une pétition. Je vous dis pas le nombre, qu'en l'espace de 3-4 jours on a déjà reçu. J'ai même créé un site là pour qu'on puisse aussi expliquer, parce que je ne crois pas que ça soit la bonne méthode. En fait, c'est un mauvais signal que l'on soit nécessaire. Vous pensez que ça va par exemple avec la sortie du nucléaire? Enfin voilà, que c'est un thème de campagne que la gauche souhaite imposer
à l'élection présidentielle? J'ai peur que oui. Alors, que dites-vous à Stéphane Gatignon pour l'aider à avoir moins peur de ce qui se passe dans sa cité? Ce que je lui souhaite, et je crois que c'est... Les policiers auront encore du travail, même si on dépénalise le trafic de drogue. Oui, il y a des tas de choses à faire dans ce pays. je dirais même qu'ils auront encore plus de travail. Et si j'ai une seconde, je vais expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, la barrière de l'interdiction, qu'on le veuille ou non, fait qu'un certain nombre de jeunes, notamment, ne franchissent pas le pas. Ce qui fait que les policiers ont déjà beaucoup de travail, mais quand même un peu moins que ce qu'ils pourraient en avoir s'il n'y avait plus cette barrière de l'interdiction et la peur de l'interdiction et de la sanction qui malheureusement n'arrive pas sur l'usage de cannabis. Je le répète. Ils auront encore plus de travail. Parce que dans ces propositions que je qualifie d'un peu surréalistes et utopistes, voire idéologues pour certaines, on ne prend pas en compte l'idée qu'aujourd'hui, beaucoup de mineurs utilisent illégalement du cannabis, que demain, dans cette proposition, les mineurs seront exceptés de la vente légale et qu'en conséquence, il y aura toujours une organisation mafieuse, et je vais en venir à Sevran, une organisation mafieuse ou quasi-mafieuse qui développera un trafic pour cette partie-là, excusez-moi, de la clientèle qui ne sera pas concernée par la vente au bureau de vente de hashish tel que le bureau de tabac aujourd'hui. Ce que je souhaite à M. Gatignon, avec qui j'ai fait un débat il n'y a pas très longtemps, c'est que des opérations de police soient menées très vite dans sa ville, qu'on s'attaque au réseau souterrain, qu'on s'attaque aux familles qui sont connues comme dirigeant ce trafic entre la cité X et la cité Y, de façon à le libérer, mais à libérer surtout la population, et aussi à reconnaître malgré tout le travail policier qui est fait là-bas. Parce que le travail policier, Monsieur Gatignon, il sait très bien qu'il l'est fait en profondeur. Qu'on s'attaque, qu'on interpelle... du travail des flics, hein. Non, non, mais bien entendu, qu'on interpelle, qu'on condamne fermement et qu'on exfiltre, je vais parler très clairement, qu'on exfiltre ces trafiquants de ces endroits-là, parce que ceux qui organisent cette importation, ceux qui organisent ce trafic sur ces cités, notamment dans sa ville, mais ailleurs aussi, il leur faudra quand même un certain temps, du moins à d'autres, pour reconstituer ces réseaux. Donc ce qui veut dire que tant qu'on ne s'attaquera pas fermement à ceux qui sont aujourd'hui les grands Manitou des réseaux... La question c'est pourquoi on ne s'attaque pas fermement aux grands Manitou mais alors, j'y reviens, parce que c'est compliqué, parce que en effet, la lutte contre le trafic de stupéfiants, et vous le savez bien tous les deux, n'est pas la lutte contre le voleur de bicyclette ou le voleur de véhicules. C'est quelque chose qui demande un travail d'investigation très long. Même le revendeur illégal de pif gadget. Oui, mais j'allais dire, je préfère qu'il ait vendu pif gadget que du hashish, vous voyez. Donc aujourd'hui, il faut mettre les moyens, il faut donner aux policiers qui travaillent sur ces matières davantage de moyens. Il faut que les magistrats, je vais prendre un exemple très simple, il faut des magistrats dédiés. Il faut des magistrats dédiés. C'est-à-dire que lorsque les policiers interpellent... Non, mais vous êtes trop intelligent pour faire de l'humour aussi banal. Non, parce que c'est pas une question d'intelligence. À un moment donné, c'est une question de surdité. Je vous dis que s'il y a des magistrats... Vous n'entendez même pas ce que vous dites. C'est-à-dire que vous nous mettez la valeur des hommes par rapport à l'efficacité d'un système. Je dis qu'il faut des peines qui soient adaptées, des magistrats dédiés qui poursuivent le travail des policiers. Et vous verrez que s'il y a des opérations de police chez M. Gatignon, que ces opérations de police permettent d'exfiltrer des trafiquants pendant un certain temps et qu'ils soient emprisonnés, M. Gatignon n'aura plus besoin d'appeler à la force armée. William Lovenstein, et je vais vous demander aussi de nous expliquer pourquoi, enfin, vous êtes favorable à la décriminalisation. Oh, j'y arrive. Décriminalisation, voilà. C'est-à-dire pour moi, c'est un premier pas qui permet, en effet, d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, voilà, là aussi en français, c'est une tolérance de l'usage, mais un maintien de la lutte contre le trafic. Ce qui s'est passé au Portugal depuis 1999. C'est-à-dire qu'on n'autorise pas, mais on adapte en effet à la gravité du fait. C'est-à-dire que les usagers, comme les gens qui dans la rue tout à l'heure. Oui, mais officiellement, ce qui permet de vider les tribunaux et ce qui permet d'orienter les Elliott Ness et autres incorruptibles fabuleux des cités et d'autres endroits sur les grosses affaires, parce que aller en banlieue comme ça, est-ce que vous pensez pas que immédiatement ça recommence 2 minutes après? Et le problème est celui que nous rencontrons ici. Textuellement, ce que vous a dit le policier qu'on a rencontré. En plus, plus ils sont sur le terrain, plus ils disent ce qu'on est en train de dire ici. Mais il y a une difficulté de sortir, en effet,
du cas par cas avec juste dans Le Monde de l'autre jour, sur la même page, vous savez, un peu comme dans l'équipe, à un moment donné, il y avait les exploits des coureurs et de l'autre, l'état de la lutte contre le dopage. Oui. Là, on a donc notre ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, ministre donc de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui nous dit « Ne nous y trompons pas. Si la consommation est dépénalisée, elle augmentera car son accès sera plus facile. » Sur la page de gauche, Michel Kokorev, professeur de sociologie, dit, et je vais essayer d'être bref en citant l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Portugal, la Finlande et la Belgique et le Luxembourg, son évaluation d'une autre méthode, donc 10 ans plus tard, démontre qu'elle n'implique pas une augmentation des usages et favorise les prises en charge sanitaires et thérapeutiques. Sur la même page, on a deux personnes d'une réelle intelligence qui disent des choses tout à fait différentes, pour pas dire opposées. Et c'est ça qui nous plombe, c'est qu'à chaque fois il y a pour et contre. J'ai un grand respect. En tout cas, vous qui traitez les addictions, la décriminalisation, merci, ne vous fait pas peur. Mais non, parce que elle est en voie, heureusement, et même si je trouve qu'il y a hélas des usagers en prison, contrairement à ce qui a été dit là, je voudrais pas qu'on envoie un message de en effet c'est bon pour la santé. Donc le maintien de l'interdit, il doit être adapté. Parce qu'il y a déjà la drogue, si j'ose dire, alcool, et il y a déjà la drogue tabac, il y a déjà la drogue tranquillisant et la drogue antidépresseur. Donc maintenir l'interdit, pour moi, c'est une contravention de comme interdire à quelqu'un de se mettre sur une place pour un handicapé. Et le reste, c'est comment on met l'usage, non pas sous l'œil des policiers qui n'en peuvent mais sous l'œil du ministère de la Santé. Alors, cannabis, chanvre, hashish, vous savez qu'on a pris l'habitude de parler de drogue douce, une commodité de langage qui fait bondir certains spécialistes. Ils constatent que la substance active est de plus en plus concentrée, notamment dans ce qui se vend aujourd'hui en France. Et ceux qui soignent, mais ne veulent pas un cannabis en vente libre, affirment qu'il s'agit bien d'une drogue avec des effets, eux aussi bien réels. Malaise, tremblement, angoisse, paranoïa, troubles de la perception et de la coordination. Les amateurs, eux, y voient d'abord une substance récréative qui provoque, sans en abuser, détente, euphorie et apaisement. En tout cas, on cultive de plus en plus en France et en particulier à domicile. Laurent Hirsch avec Grégory Roudier, Ivana Joriza et Dominique Lemarchand. Une pièce aveugle et une lampe à UV. Voici ce que les fumeurs de cannabis appellent une plantation. C'est quelques pieds de cannabis. Voilà, du chanvre, hein, ni plus ni moins que des têtes d'herbe. Donc la partie qui se fume, hein, elle est là. Bon, là, elle n'est pas prête à fumer, mais elle est là. C'est les têtes. Alors là, il y a une quinzaine de pieds. Ça représente, je sais pas moi, 50 ou 80 grammes. Avec sa plantation, Pierre risque théoriquement 10 ans de prison. Mais il ne peut pas s'en passer. À plus de 40 ans, il fume des joints depuis l'adolescence. Une dizaine par jour. Ça commence dès le réveil à 6h30 du matin et ça finit vers minuit, juste avant de se coucher. C'est difficile de dire qu'est-ce que ça vous apporte. En fait, on s'aperçoit qu'ayant fumé, on se sent bien la journée, on passe toutes les difficultés avec plus de sérénité. Les choses sont plus légères, on va dire. Alors on dit que ça rend feignant ou démotivé. En fait, c'est une question... c'est surtout dans la tête que ça se passe, quoi. C'est vous si vous avez envie de faire les choses ou pas. À partir du moment où vous avez envie de faire des choses, vous fumez un pétard et vous les faites encore mieux et encore avec plus d'amour, quoi. Le cannabis, une plante aux effets sur le corps variés et très complexes. Paris, 5e arrondissement. Le Collège de France est un temple de la connaissance et de la recherche. Cela peut paraître surprenant, mais ici aussi, on s'intéresse au cannabis, ou plus précisément à son principe actif, le THC. C'est un composé synthétique qui effectivement mime le THC, donc le principe actif du cannabis, mais qui est 10 000 fois plus puissant que le THC, le tétrahydrocannabinol. Dans ce laboratoire, on étudie les effets du THC sur les neurones. Des morceaux de cerveau sont connectés à des électrodes et observés au microscope à infrarouge. Le but, mesurer le courant électrique qui passe entre deux neurones. La courbe noire montre une activité électrique entre deux neurones dans une situation physiologique normale. La courbe grise montre
l'activité électrique entre ces deux mêmes neurones lorsqu'on applique du tétrahydrocannabinol, le THC. C'est comme si l'information se transmettait moins efficacement. Voilà. C'est-à-dire que la fonction existe, on peut réfléchir, on peut mémoriser, mais la performance est diminuée. Autre risque, le cannabis peut plonger certains consommateurs dans un état dépressif prolongé, voire induire une impression de confusion mentale. Des chercheurs de la NASA ont montré combien le THC altère la capacité des araignées à tisser correctement leur toile. Alors on va faire quelques épreuves. Vous mettez les pieds, le talon sur la pointe. Ouais, comme ça. Et vous essayez de tenir 15 secondes. Dans cet hôpital parisien, on s'intéresse aux gros consommateurs de cannabis. Conclusion de 2 ans de recherche sur une 50aine de patients. La plante perturbe l'équilibre et la coordination des mouvements. C'est dur, monsieur? Oui, parce que oui. Vous avez déjà constaté ça ou c'est la première fois? Non, j'ai jamais fait ça, donc là, je suis un peu étonné parce que je fais vraiment de sport. Je suis un peu étonné quand même. Alors c'est essentiellement des anomalies de coordination qui se trouvent dans le cervelet, c'est-à-dire des difficultés à coordonner de façon fine les mouvements. Alors il n'y a pas de retentissement, sur la vie quotidienne, les gens ne s'en rendent pas compte, mais il est possible que quand on effectue des tâches fines, un peu fines, qui demandent une attention, une concentration et une coordination des mouvements un peu complexes, ça puisse avoir un retentissement. Vous allez fermer les yeux. Un retentissement d'autant plus fort que le cannabis d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec l'herbe des années 70. On trouve maintenant sur le marché des produits 5 fois plus concentrés en THC qu'il y a 40 ans. Une question qui s'est toujours posée et que nous pose un téléspectateur. A-t-on des statistiques confirmant que la consommation du cannabis est la porte ouverte aux drogues dures? Vous avez envie de... Oui, on a les statistiques qui infirment cette hypothèse dite de l'escalade déjà depuis 1978, ce qui veut pas dire qu'il faille là aussi banaliser les effets du cannabis sur la trajectoire individuelle. Mais très clairement, les facteurs qui vont faire des consommations de cocaïne, des consommations d'héroïne, des consommations d'amphétamines, etc., sont des facteurs qui ne dépendent pas de la consommation de cannabis toute seule. Catégorique, parce qu'alors là, il doit y avoir 1 mètre cube, et c'est toujours un objet de débat. Il suffit de lire vraiment la littérature socio-épidémiologique pour se rendre compte que vraiment cette théorie de l'escalade a été vendue, si j'ose dire, pour effrayer un petit peu les gens du style qui s'injecte un œuf va s'injecter un bœuf, et ça a marché. Scientifiquement parlant, ce n'est pas le cas. Alors en même temps, Francis... Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que ça soit bon, ces usages précoce et de plus en plus intense. Et c'est bien pour ça que quels sont à la fois les moyens de protéger la population, mais de l'informer, notamment à ce jeune âge-là. Est-ce que, juste, puisqu'on se rend compte quand même que les concentrations ont visiblement augmenté, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais en tout cas, visiblement on le constate, est-ce que vous diriez que c'est une drogue qui s'est durcie? Voilà, Oui, je dirais que c'est une drogue dont l'usage surtout s'est durci. C'est-à-dire que, pour moi, cette différence entre drogue douce et drogue dure n'était pas complètement stupide. Mais il fallait la moduler, la modérer par des usages doux et des usages durs. Donc, usage doux de drogue douce, ça peut exister et les risques là sont pas importants. Mais des usages durs d'une drogue douce, ça donne des résultats catastrophiques également. Et juste ce qui manquait dans le reportage... On est d'accord, des concentrations de THC à 10% ou à 57%, ça n'a quand même rien à voir. Et avec des effets qui sont beaucoup plus importants que ces petites courbes de ralentissement dans ces cas-là, parce qu'on est proche de la confiture de cannabis de jadis, et là, proche, je dirais, d'un état stuporeux. Il y a un autre problème qui est en train de sortir à cause de l'interdit. Non, il n'y a pas d'overdose au cannabis, ça c'est scientifiquement aussi prouvé depuis très longtemps. Mais il y a un autre problème qui est en train de surgir, c'est ce qui se vend sur la toile, c'est-à-dire les cannabinoïdes de synthèse que vous pouvez, si j'ose dire, vous faire livrer en 48 heures, 72 heures, qui, avant d'être opérés, nécessitent généralement 1 mois à 2 mois par les différentes forces en question, et qui peuvent être livrés chez vous, parce qu'il suffit de changer un radical pour qu'une drogue interdite
ne le soit plus tant qu'elle n'est pas encore repérée. Donc il y a aussi ça qui va apparaître, c'est-à-dire de plus en plus de cannabinoïdes de synthèse fortement dosés, ce qui a été un peu montré dans le reportage avec des substances chimiques dans un petit flacon, qui seront livrées à domicile tout à fait tranquillement, parce que non seulement elles ne seront pas interdites, mais en plus sera marqué dessus à ne pas consommer. J'étais frappé, Francis Caballero, de voir que de plus en plus ceux qui sont non prohibitionnistes ou favorables à un accompagnement d'une vente légalisée, ce qui est votre cas, ne nient absolument pas, ou en tout cas ne lient plus, est-ce que vous êtes d'accord là aussi pour dire qu'il y a peut-être eu une évolution, les dangers potentiels de ces drogues? Moi, je les ai jamais niés. J'ai toujours dit que le cannabis était une drogue. J'ai écrit un droit de la drogue, c'était pas un droit du chocolat ou du thé. Et donc, le cannabis est une drogue qui est dangereuse quand on en abuse. Mais je dis seulement, on peut consommer du cannabis avec modération. Comme on peut consommer de l'alcool avec modération, des tranquillisants avec modération, mais aussi on peut consommer avec excès. Et dans un système de légalisation, on ne lutte plus contre l'usage, on ne vise plus l'abstinence, on lutte contre l'abus. Car qu'est-ce qui est dangereux pour la santé? C'est les abus de ceux qui se conduisent en état de défonce. Dans mon système, il est hors de question que l'on tolère qu'on puisse tuer son prochain parce qu'on a fumé du cannabis. Donc il y aura un contrôle du cannabis au volant. La seule différence avec le système actuel, c'est qu'on créera un seuil d'ivresse cannabique, alors qu'aujourd'hui, avec la loi Perben, il n'y a pas de seuil. Un nanogramme, et moi j'ai des tas de clients que je défends, qui sont arrêtés au bord des routes, qui étaient dans leur état normal, mais comme ils ont fumé du cannabis il y a 15 jours, ils sont toujours positifs au test salivaire, et donc ça, c'est des excès de la prohibition. Mais le principe est bon, on ne tolère pas qu'on nuise à la société ou au tiers parce qu'on est consommateur de cannabis. Donc on a des devoirs, on n'a pas que des droits. Ça, c'est la santé publique, si je puis dire. Oui. Ou voire la santé mentale pour certains qui sont vraiment malades. Deuxième question, j'ai toujours pas compris non plus en quoi on casse le trafic en légalisant. Pardonnez-moi. S'il y a un domaine, attendez, s'il y a un domaine où on sait que la nature a vraiment horreur du vide, c'est celui du trafic. Et donc, quand on trafique plus du hache, on trafique autre chose. Donc, l'argument d'ordre public m'a toujours paru spécieux, non? Non, quand on retire au crime organisé un marché de 2 à 4 milliards d'euros, il n'a plus ce marché, et ce marché va à quelqu'un d'autre. Alors c'est sûr qu'ils pourront se livrer à des infractions diverses et variées, et notamment faire du trafic de cocaïne et d'héroïne. Ça existe déjà avant la légalisation contrôlée, le trafic de cocaïne et d'héroïne, c'est dans leur système. Juste quand même un tout petit mot très court sur l'héroïne. Et ils devraient se targuer de cette magnifique réforme. Vous savez qu'en France, à l'heure actuelle, l'État, et mon voisin va pas l'affirmer, distribue des drogues dures qui provoquent des overdoses. Elles sont remboursées par la sécurité sociale. C'est la méthadone, la buprenorphine, le subutex. Et pourquoi on distribue des drogues dures? Parce qu'on voulait lutter contre le trafic d'héroïne d'une part, le partage de la vente des seringues d'autre part, et le sida d'une troisième part. Vous savez quel est le résultat de cette distribution contrôlée d'héroïne, enfin de méthadone substituée à l'héroïne? Non, la méthadone n'est pas de l'héroïne quand même. Non, mais de méthadone, eh bien c'est qu'on est passé de 560 overdoses à 130 overdoses. Donc en termes de santé publique, quand une substance est légale, qu'elle est contrôlée, qu'elle est accompagnée d'un accompagnement sanitaire et social, à mon avis, la société s'en tire beaucoup mieux qu'avec une guerre judiciaire, policière et douanière. Juste un petit mot, ce sont des médicaments dont voulait parler Maître Caballero, même complètes, mais pas des drogues. Vous faites bien de le préciser, on passe aux questions SMS qui sont très nombreuses. Questions SMS. Mon fils de 15 ans me dit que le cannabis va être permis, donc que ça n'est pas dangereux pour lui et ses copains. Que répondre? Justement, c'est là où comment maintenir un interdit adapté. C'est là où peut-être on différencie dans nos approches. Je suis plus interrogatif, moi, sur cette dépénalisation et le risque de message. En effet, un peu difficile pour notre société, pas si mature que ça. Et dans le premier temps, je reviens à cette histoire de décriminalisation, mais maintien d'un interdit qui soit plutôt du niveau de la contravention. Rapidement. Rapidement, j'ai l'impression que l'avocat, M. Caballero, parle d'une société qui n'est pas la réalité. Vous parlez de gens qui, dans leur salon, adultes, vont aller acheter un petit peu de cannabis, le fumer tranquillement entre copains de la bonne société, et puis, après ça, vont pouvoir ensuite continuer à reprendre leur boulot parce que c'est pas coutumier. Mais vous niez la réalité des choses. Sur le terrain, on voit des gosses qui, tous les jours, fument, sont dans des états lamentables. Mes collègues interpellent tous les jours des dealers. Votre système. Mais non, M. Caballero, ne parlez pas d'une société de bobos. Vous me jetez à la figure ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est votre système. M. Caballero, vous parlez d'une société de bobos. Je vous dis, allez voir dans les cités les effets dévastateurs
du cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne. Je vous dis qu'aujourd'hui, ça n'empêchera pas le trafic, parce qu'aujourd'hui, et vous ne pourrez pas le nier, les cigarettes sont en vente libre, et il y a quand même du trafic de cigarettes. Vous connaissez l'importance de la contrebande? Non, mais je vous donne un exemple. On a saisi 400 je vous donne un exemple. tonnes l'année dernière de tabac. Il y a 55 000 tonnes vendues dans les bureaux de tabac. Alors attendez, c'est marginal la contrebande de cigarettes. Que ferez-vous pour les mineurs qui, eux, ne seront pas concernés par votre système? Ils iront où l'acheter, le cannabis? Eh ben, ils feront comme on fait pour le tabac et l'alcool. Ils demanderont à leurs grands frères d'aller chercher à leur place. Mais écoutez, ça ne générera pas la société que je souhaite voir. Est-ce que la dépénalisation du cannabis ne va pas inciter les jeunes à braver les interdits avec des drogues plus dures? Qu'en pensez-vous? Oui, évidemment. Je pense. Quand le professeur Lovenstein, on a un tel respect pour ce qu'il a écrit, pour ce qu'il dit et tout, on conteste pas. Mais en l'occurrence, je pense véritablement, quand on voit un visage derrière le dealer, après on le voit évoluer vers des drogues beaucoup plus dures. Et moi je partage ce que Jean-Claude Delahaye. C'est pas un débat sur les adultes, c'est pas un débat sur une sorte de société qui essaye, c'est aussi dans une société d'exclusion, où il y a aussi le placement de cet argent, il y a aussi les attraits qui sont ceux d'une sexualité qui commence, etc. C'est pas un truc, je dirais, que l'on doit regarder un peu avec une loupe, etc. C'est la réalité de la dureté et qui fait en sorte bien souvent qu'on se retrouve. Alors vous les avez comme clients, nous on les a comme casseurs de vitrines. Comme clients aussi. Voilà, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on les retrouve d'abord au CCAS et puis d'autre part depuis le début là, de notre discussion, on n'a pas parlé des parents. Enfin si, à l'instant, avec Yves Calvi. Il nous pose des questions. Mais les parents, ils sont catastrophés de ce qu'ils entendent en ce moment. Mais dans votre système, les parents dont les enfants vont voir un dealer pour se procurer du cannabis, qu'est-ce qu'il leur dit le dealer? Tu vois, on t'a raconté des bêtises sur le cannabis, tu n'es pas devenu idiot, tu n'es pas passé aux drogues dures. Moi, je te propose un peu de cocaïne, je te propose un peu d'ecstasy. Donc, c'est le même supermarché qui vend les substances. Dans un système de légalisation contrôlée, quand il ira dans une de mes canna shop ou canna boutique, il n'aura pas affaire à un dealer, il aura affaire à un commerçant honnête. Mais vous souriez, mais non, mais j'imaginais, je voyais les cannaboutiques du professeur Caballero. Ça me faisait sourire. Elles existeront, et je vous garantis que vendredi soir, il faut que je décompresse. Je suis beaucoup plus dangereux pour le crime organisé que votre armada. Ça existait ailleurs dans d'autres pays, ces pays-là sont revenus en arrière. Non, il n'y a aucun pays qui n'a adopté la légalisation contrôlée. Même la Hollande, c'est une tolérance dans les cannabistros, mais le cannabis, on ne sait pas d'où il vient. The backdoor, c'est quelque chose que l'on va interdire désormais aux touristes étrangers. Oui, s'il y avait trop de à cause du tourisme de la drogue, c'est interdit aux non-résidents. Alors, pourquoi nous montre-t-on toujours des adolescents à problème qui fument des joints et jamais des adultes socialement insérés? Sous-entendu, vous nous donnez une version dramatisée, c'est exactement l'inverse de ce que vous disiez il y a quelques instants, vous nous donnez une version dramatisée de ce qui se passe. Il y a aussi des gens de 40 balais qui, à la fin d'un dîner, fument un pétard, on va pas en faire un drame. Oui, je suis d'accord, mais c'est comme l'alcool. La personne qui va le soir prendre un whisky, c'est différent du môme qui boit de la bière et qui conduit. C'est-à-dire que, elle est un peu intellectuelle, votre démarche. Non, elle est pragmatique. À moins que ce soit le débat d'un conservateur. Je n'ai aucun intérêt à ce système. Moi, le système actuel, c'est un peu, je dirais la même chose que ce que je disais aux policiers. Objectivement, il me sert. Oui. Donc je suis pour un système qui fera disparaître la moitié de ma clientèle. Donc vous voyez, c'est pas mon intérêt personnel. Non, c'est pas courageux. J'y crois sincèrement. Je sais pas si vous voyez pas que j'y crois. Vous aurez encore des clients parce que le trafic sur les mineurs continuera. Je peux exagérer certaines de mes prises de position, mais je suis convaincu que ça mérite au moins dans cette période électorale un débat entre les partisans de votre système et les partisans de notre système. Et c'est ce que propose Monsieur Vaillant. Monsieur Vaillant, il n'a pas l'aval du Parti Socialiste, ça je suis d'accord. On ne va pas légaliser demain. De toute façon, c'est très compliqué de légaliser. Dans mon petit livre Legalize It que je prépare, je m'aperçois que c'est beaucoup plus compliqué que je pensais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il y a un débat. Il y a un débat. Voilà notre espoir. Là, on refuse un peu le débat. À part chez Yves Calvi, il n'y a pas beaucoup de débat entre hommes politiques. Vous consommez, vous, ou pas? À chaque fois qu'on m'a posé cette question dans les émissions de vos confrères, j'ai toujours répondu, je ne refuse de répondre à cette question, c'est ma vie privée. Je trouve que vous me l'avez déjà répondu, je retentais ma chance quelques années après, on ne sait jamais. La dépénalisation du cannabis ne risque-t-elle pas d'encourager le trafic de drogue plus dur et qui rapporteront davantage?
C'est déjà un peu ce qui se passe, parce qu'à partir de l'instant où les usages ont vraiment changé depuis les années 70, les dealers ont tendance quand même à être multicartes, pour le dire comme ça, et il est clair que, ne serait-ce que du point de vue volume, un risque quasiment égal pour le trafic, vaut mieux investir dans la cocaïne et l'héroïne quand on est dans un système mafieux que de s'embêter qu'avec du cannabis. C'est la prochaine question. Pourquoi ne pas légaliser également d'autres drogues? Alors, on revient à la décriminalisation et à l'exemple du Portugal, où moi, dans ces débats, je suis toujours très gêné qu'on parle que du cannabis, alors que dans mon quotidien, ce qui est le plus difficile à prendre en charge s'appelle plutôt la cocaïne, l'héroïne, éventuellement les amphétamines, le crack c'est de la cocaïne basée, et puis, je le répétais, hélas, les somnifères, les tranquillisants dans notre pays. Et donc, j'entends bien qu'il faille faire les choses pas à pas, mais parfois cette distinction avec cet oubli de toutes les addictions qui en fait sont les plus sévères et pour lesquelles nos politiques publiques à l'heure actuelle à mes yeux ne sont pas suffisamment protectrices me gêne. Donc c'est vrai que c'est un très beau débat politique le cannabis, mais sur le terrain, pour la plupart des personnes, il devrait être extendu à toutes les substances comme ont su le faire nos voisins portugais. Si une filière nationale se mettait en place, vers quel pays producteur de cannabis se tournerait-elle? Une filière nationale? Oui. Vous prenez une filière nationale? Oui, oui, moi je suggère... Très bien, alors, qui vous fournit? Moi je suggère d'abord un monopole sanitaire et social qui contrôlera toute la culture avec des permis agréés, comme c'est prévu par la Convention unique. Mais je suggère qu'on utilise les fermes territoires... à cannabis, des fermes bio de cannabis, de graines germées. Je suggère qu'on utilise les territoires d'outre-mer, où existent déjà des cultures et des productions traditionnelles. Le Pacalolo de Tahiti, le Zamal de la Réunion et la Ganja des Antilles, voilà des départements qui ont été abandonnés par la République, et ce sont des productions locales. Donc je propose dans un premier temps que ce soit dans ces départements d'outre-mer qu'on autorise les cultivateurs et les cannabiculteurs à produire du cannabis qu'ils livreront à mon monopole de distribution qui lui fera la protection de la santé publique, la prévention et la distribution de ces substances. Donc on pourrait aussi dans le sud-ouest tolérer Pays Basque, Poitou-Charentes, 200 000 planteurs de cannabis en France, c'est quand même... Oui, c'est un phénomène social. Un fait de société dont il faut tenir compte. Oui. Moi, je le réduirais à 5 000 planteurs agréés. Je constate simplement qu'il ne vous inquiète pas de la même façon pour les mêmes tenants et pour les mêmes aboutissants. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé à cette émission. Rediffusion de ce C'est dans l'air ce soir à 22h20 sur le câble, le satellite, la DSL et la TNT. Pas de Géraldine Mühlmann dimanche? Vous me donnez le nom pour ces politiques? Pas de Géraldine Mühlmann dimanche. Voilà, j'ai la réponse. Je viens de la découvrir avec vous en direct. En revanche, vous retrouvez lundi Axel de Tarlet. Passez un très bon week-end sur France 5. Merci.